La neige. Pour certains, ce n'est que de l'eau gelée. Et pourtant, c'est bien plus que ça. Déjà son aspect, cette splendeur blanche comparable à une vision de conte de fées. Mais la neige représente aussi un aspect économique. C'est en quelque sorte la seule matière première que possède la Suisse. De plus en plus, elle est considérée comme un produit industriel. Des régions entières vivent de l'or blanc depuis des générations. Mais même s'il y a eu beaucoup de neige cette année, à plus ou moins long terme, elle deviendra une denrée rare. C'est une conséquence du changement climatique. Pour les scientifiques, l'avenir de la neige est plutôt sombre. La limite des chutes de neige sera de plus en plus élevée et la neige fondra de plus en plus tôt au printemps. Nous allons tenter de comprendre quelles en seront les répercussions pour la Suisse. Voici notre enquête sur l'avenir de l'or blanc. Nos recherches débutent bien avant l'hiver sur le glacier d'Aletsch en Suisse. La glace éternelle est la première victime du manque de neige. Martin Nellen, guide de montagne, est particulièrement affecté par ce qui se produit. Le glacier et moi avons des liens particuliers. C'est mon ami. Nous conversons l'un avec l'autre. L'année dernière, je lui ai reproché de fondre trop vite. Je vieillis et durant mes randonnées, je dois descendre toujours plus loin. Et ensuite, il faut remonter. Alors le glacier m'a répondu, « Il n'y a rien de tel pour entretenir ta forme. » Et là, comme toujours, c'est lui qui a raison. C'est un endroit spécial. En 1977, quand j'ai commencé mon activité de guide de montagne, en tant qu'aspirant guide de montagne, le glacier se trouvait à peu près à cette hauteur. Autrement dit, le glacier a fondu sur 6 km au cours des 40 dernières années. Ce sont de grandes quantités de glace qui fondent. En fait, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. La glace que j'ai dans mes mains vient probablement de quelque part sur la montagne du Jungfraujoch. Elle a voyagé à l'intérieur du glacier pour arriver jusqu'ici, à 3500 mètres. Elle finit par se retrouver sur l'avant du glacier. Je suppose qu'autrefois, ces petits glaçons étaient des flocons de neige. Ils pourraient avoir 600 à 700 ans. Mais la température de mes mains suffit à les faire fondre. Et dès qu'un rayon de soleil apparaît, ils s'évaporent immédiatement. C'est leur destin. Quant à moi, le temps qui me reste est compté. Je ne verrai pas le glacier disparaître, ce qui est en soi un petit réconfort. C'est incroyable avec quelle rapidité les glaciers fondent en ce moment. Nous avons commencé à effectuer des mesures il y a pas mal de temps, car nous parlions déjà du réchauffement climatique il y a plus de 30 ans. Nous pouvions effectivement constater qu'il se passait quelque chose au niveau du glacier et de la neige. Entre-temps, les chutes de neige sont redevenues plus abondantes et l'an dernier, elles ont été plus réduites. On constate qu'il a moins neigé lorsqu'on considère la masse totale. L'effet est dévastateur pour les glaciers et le réapprovisionnement des zones d'accumulation est en diminution, donc défavorable pour la glace. Au SLF, l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches à Davos, on essaye d'étayer les observations de Martin Nellen. Ici, la neige est un objet de recherche, en particulier parce qu'elle démontre à quel point le climat change. En Suisse, il est difficile de sentir que les températures ont augmenté de 0,5 à 2 degrés Celsius depuis la période industrielle. Cependant, il est possible de mesurer ou de démontrer précisément que le nombre de jours d'enneigement en Suisse est en diminution. Jörg Traxel prépare sa thèse de doctorat dans un laboratoire réfrigéré. Il veut montrer comment la chimie de la neige change lorsqu'elle se transforme en glace. Cela permettra aux chercheurs de suivre l'évolution du climat sur des centaines, voire des milliers d'années. L'air que nous respirons n'est pas vieux de 1000 ans, mais nous pouvons forer le glacier pour obtenir une carotte de glace. Nous accédons ainsi à de la glace vieille de 1000 ans.
dans laquelle nous retrouvons les éléments qui flottaient dans l'air autrefois, qui ont été capturés dans les flocons de neige qui tombaient, puis intégrés à la glace dans laquelle ils sont restés prisonniers pendant toutes ces années. Dans l'interprétation des résultats que nous livre l'analyse de la carotte, il arrive qu'il manque quelques éléments, et c'est ce que nous recréons ici. Grâce aux essais que nous réalisons, je peux apporter ma petite contribution à la recherche sur le climat, et c'est ce qui me motive. Je suis conscient du fait que les hivers vont changer, car la limite des chutes de neige s'élève d'année en année. Le fait que la limite des chutes de neige s'élève de plus en plus représente avant tout un problème pour les exploitants des stations de ski situées en basse et moyenne altitude, comme c'est le cas pour la station de l'Axalp. Comme la neige est tombée en quantité insuffisante pendant plusieurs hivers consécutifs, l'avenir des remontées mécaniques est en jeu. J'ai grandi sur l'Axalp. Lorsque nous étions enfants, nous avions l'habitude d'y aller. Le mercredi après-midi et chaque jour de congé, nous prenions le car postal pour aller skier sur l'Axalp. En hiver, nous passions notre temps libre sur l'Axalp. Nous sommes profondément liés à l'Axalp et nous souhaitons aussi conserver ce site pour nos enfants. Il faudrait qu'ils survivent dans l'avenir. Peter Willer est l'administrateur des remontées mécaniques de l'Axalp. Avec la direction de la société, il souhaite sécuriser l'enneigement du domaine skiable en installant un système d'enneigement technique. Cet hiver déjà, une partie des installations sera en place. Dès le mois d'août, les exploitants des remontées mécaniques et l'entreprise qui est chargée de la construction des installations, sans oublier un représentant de la protection de la nature, se réunissent pour déterminer où seront placés les canons à neige et les canalisations, même si l'on ne sait pas encore comment seront financées ces installations. Le but est de pouvoir skier sur l'Axalp dès le 24 décembre. Au cours des 2 ou 3 dernières années, nous n'avons pas eu de neige pendant la semaine entre Noël et Nouvel An. Nous voulons changer cette situation, car il s'agit d'une semaine importante pour l'Axalp. Un manque à gagner de 150 000 francs en décembre met déjà les remontées mécaniques en péril pour toute l'année. Peter Willer hésite à attribuer les hivers sans neige au changement climatique. Ces hivers trop doux ne datent pas d'hier. Jusqu'à un certain point, on peut affirmer qu'il s'agit d'une conséquence. Cependant, je ne mettrai pas tout sur le compte du réchauffement climatique. Mais la tendance est bien là. Voilà notre machine à fabriquer de la neige. Elle sert à produire une neige assez semblable à la neige naturelle. Avec ce système, nous avons essayé d'imiter le principe des nuages. Dans un nuage, on trouve des grains de poussière autour desquels se forment les flocons. Et là, nous avons des fils. L'air circule le long de ces fils et les flocons de neige s'y accrochent, presque comme dans un nuage. Après un certain temps, je peux frapper ou passer le râteau pour que les flocons tombent dans mon coffre et j'obtiens de la neige presque semblable à de la neige naturelle. La différence, c'est que le flocon a le temps de se développer. Si vous observez de la neige technique au microscope, vous voyez des gouttes d'eau rondes et gelées. Le canon à neige vaporise simplement de l'eau. Les gouttes d'eau gèlent de l'extérieur vers l'intérieur. J'obtiens ainsi une boule parfaite. Quant au flocon de neige, il met plus de temps pour se former entre le nuage et son atterrissage sur le sol. Comme chaque flocon se développe différemment dans un nuage, il n'y en a pas deux pareils. Ce sont des petits flocons de neige, mais chacun d'entre eux est un miracle. Si vous observez les flocons au microscope, vous pouvez distinguer leur structure parfaite. Cette structure fine, conçue dans l'air, justifie la fascination que suscite la neige.
Je crois que la neige a le pouvoir de plaire à tout le monde. Aussitôt que le paysage devient blanc et que les cristaux de neige scintillent, j'aime cette atmosphère particulière et unique. Et si vous pouvez profiter de cette neige pour faire du sport, le plaisir est encore plus intense. Pour moi, la neige, c'est le sport. C'est l'occasion de faire du snowboard, de perfectionner ma technique, comment sauter plus haut ou plus loin, me déplacer dans les airs. La neige m'offre tout ça. C'est comme si on dépassait nos limites. Il faut juste de la force musculaire et une planche. La neige est son élément. Lia Marabusch est l'une des meilleures snowboardeuses de Suisse. En tant que membre de l'équipe nationale, elle est sur la neige 8 mois par an. Nous nous entraînons aussi pendant l'été. Nous allons en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Et en Suisse, nous allons sur le glacier. Quand l'hiver arrive, il y a toujours l'entraînement. Mais je peux aussi faire du snowboard pour le plaisir avec des collègues ou avec mon ami. À la fin de l'été 2017, l'entraînement a pris fin brutalement. Lia Mara s'est blessée peu avant le début de la saison et a dû renoncer aux Jeux olympiques d'hiver. Je me suis déchiré 2 des 3 ligaments latéraux externes du pied gauche. Les médecins m'ont dit que le rétablissement pouvait prendre entre 6 semaines et 4 mois. Les blessures de ligaments durent toujours longtemps. J'espère que la phase de régénération sera plutôt de 6 semaines. À l'avenir, il y a une incertitude. Est-ce que des jeunes sportifs comme Lia Mara pourront encore profiter de la neige? Et jusqu'à quand? Si le climat évolue ainsi, comme l'affirment les experts, le temps est compté. Selon les calculs des glaciologues, les glaciers auront presque totalement fondu d'ici la fin du XXIe siècle. Une simple règle de 3 ordinaire. Premier anneau métallique, second anneau métallique. Toujours de l'autre côté. Et à la fin, pour attacher, vous pressez là-dessus. En tant que guide de montagne, Martin Nellen conduit régulièrement des classes sur le glacier d'Aletsch. Aujourd'hui, ce sont des étudiants d'un gymnase du canton de Zurich. Encore une fois, pour les débutants. On peut s'y reprendre à 2 fois. Tous les jours, je me réjouis d'aller au glacier et de rencontrer des gens que je ne connais pas, et tous ceux qui viennent avec moi se réjouissent d'aller sur le glacier. Lorsque je vois des classes d'école comme celle-ci qui restent bouche bée, ils se souviendront de cette expérience du glacier probablement jusqu'à la fin de leur vie. Attention, c'est profond. Et pas trop près. Attention. 1, 2, 3. Nous passons à l'explication suivante. Bien. Vous voyez cette barre. Que ferons-nous quand le glacier aura disparu? On appelle cet objet une tige de forage. Le forage permet de mesurer la quantité de glace qui fond. De temps en temps, nous procédons à un marquage. Au cœur de l'été, il arrive qu'une couche de 10 cm ou plus fonde chaque jour à cause de la chaleur du soleil. Nous avons foré il y a 3 semaines. À ce moment, le glacier était encore à cette hauteur. En 21 jours, le glacier a tellement fondu. Actuellement, c'est très rapide. Vous êtes probablement au courant. Le réchauffement climatique est là, causé par l'être humain. C'est prouvé. Je n'en connais qu'un qui n'y croit pas, Trump, aux États-Unis. Mais les faits sont là. Pourtant, le président américain n'est pas le seul à nier le changement climatique. Il y a également quelques chercheurs qui partagent son avis. Il s'agit toutefois d'un groupe infime. Les chercheurs reconnus sont unanimes. Le changement climatique est indubitable et qui plus est causé par l'être humain. Jürg Traxel rencontre son collègue Christophe Marty pour s'entretenir des derniers résultats de leurs recherches.
Pendant que Jürg se concentre sur la chimie de la neige, le climatologue recherche les raisons de la disparition de la neige. Le facteur principal est assurément la nature des précipitations qui se manifestent toujours plus souvent sous forme de pluie, ce qui signifie que nous avons considérablement moins de chutes de neige. Le second facteur est la durée de l'enneigement. Lorsqu'une couche de neige recouvre le sol, elle résiste moins longtemps à cause des températures plus élevées. Que se passera-t-il si cette tendance se poursuit? On peut globalement affirmer que l'évolution de cette tendance va continuer ainsi. Le nombre de jours d'enneigement diminuera de plus en plus. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il y aura moins de neige chaque année. La nature se manifeste de manière variable. Comme par le passé, il y aura toujours des périodes ou des années au cours desquelles la neige sera soit abondante, soit rare. Si l'on s'intéresse au domaine skiable, doit-on en déduire que les stations de basse altitude connaîtront de plus en plus de difficultés en rapport avec l'enneigement? Un professeur d'économie a déclaré récemment que si toutes les stations de ski lui appartenaient, il en fermerait 1 sur 3. Mais la réalité est différente. Un domaine skiable, dans une vallée ou dans une localité importante, joue un rôle essentiel en tant qu'employeur. Et pas seulement pour la station de ski, mais pour l'ensemble du tourisme. Chaque commerçant en dépend. Les domaines skiables sont donc d'une importance quasi systémique dans les vallées alpines. L'importance économique du domaine skiable est une réalité bien vivante dans la commune de Brienz, selon Peter Willer. Le conseil d'administration des remontées mécaniques de l'Axalp ne représente qu'une entreprise de degré secondaire. En 1947, mon grand-père a commencé à travailler le bois dans une petite menuiserie. L'entreprise s'est agrandie durant ces dernières années. Nous en sommes à la 3e génération et nos activités principales comprennent la construction en bois, la fabrication d'éléments pour le bâtiment ainsi que la rénovation de bâtiments. C'est pourquoi nous avons fondé un bureau d'architecte en 2007, ce qui nous a permis de professionnaliser notre offre. La société de Peter Willer est également active sur l'Axalp. Nous avons beaucoup construit là-haut, en bâtissant de nombreux chalets. Depuis la votation concernant les restrictions sur les résidences secondaires en 2012, l'activité s'est effondrée. L'Axalp est extrêmement dépendante du tourisme hivernal. Si les remontées mécaniques ne fonctionnent plus, les skieurs ne viendront plus. Par conséquent, il n'y aura plus de location de logement, donc les revenus vont se tarir. De nombreux emplois dépendent de cette activité. Et en ce qui concerne le personnel des remontées mécaniques, il est évident que ces postes seraient supprimés. Comme la société des remontées mécaniques n'a pas les moyens d'implémenter un système d'enneigement technique, Peter Willer a regroupé quelques personnes pour fonder l'association Avenir de l'Axalp. Leur intention est de réunir 1,8 million de francs suisses grâce à cette association. Les contributions devraient provenir essentiellement des 400 propriétaires de chalets situés sur le domaine skiable. Cependant, au début du mois d'août, seule une partie de ce montant avait été récoltée. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour que la neige soit garantie? Cette question est débattue depuis la fin des années 70, alors que les premiers canons à neige ont été mis en place en Suisse. L'atteinte à la nature est considérable. Les systèmes d'enneigement requièrent beaucoup d'électricité et d'eau, d'autre part, ils constituent une dégradation du paysage. Après les 2 votations remportées par les partisans du canon à neige, dans le canton des Grisons et dans celui de Berne, au cours des années 90, la plupart des critiques se sont tues. Les installations sont devenues de plus en plus grandes. Selon les remontées mécaniques suisses, à peu près la moitié des pistes ont des capacités d'enneigement technique. Cependant, ce ne sont pas seulement les atteintes à l'environnement qui créent la controverse. Comme des vallées entières dépendent économiquement de la neige, les systèmes d'enneigement sont souvent entièrement ou partiellement financés par l'argent des contribuables, bien que les remontées mécaniques soient en réalité des entreprises privées. À l'autre bout des Alpes, dans le canton du Valais, Martin Nellen se trouve toujours sur le glacier d'Aletsch.
En conteur passionné, il raconte encore une des histoires du glacier aux étudiants du gymnase de Zurich. Vous connaissez peut-être les légendes du canton du Valais. Et ici, il va sans dire que le glacier me raconte beaucoup de choses. Quand nous discutons tous les deux, nous nous racontons beaucoup d'histoires. C'est lui qui a le plus d'expérience, des millénaires. Et dans l'une des histoires du glacier d'Aletsch, on parle du Rollibok. Il s'agit d'un animal puissant, issu du monde des légendes. Il a des oreilles impressionnantes, plus grosses que celles d'une chèvre ou d'un bouquetin. Si vous l'excitez, ou l'énervez, ou le harcelez, il devient très méchant. Puis il fait déborder le lac, qui s'appelle le Merjölensee. Cela s'est produit au XIXe siècle. Causant fracas et éboulements, l'eau a jailli sur le glacier, coulé dans la vallée en dévastant les villes de Brieg et de Sierre. Mais en vous comportant comme vous l'avez fait aujourd'hui, en respectant la nature, sans jeter de papier par terre, sans effrayer les chamois, en restant encordé et sans me poser des questions stupides, alors vous avez bien agi. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous nommer ambassadeur du grand glacier d'Aletsch et des autres glaciers de la région, avec ce pins Rollibok. Portez-le avec fierté. Entre-temps, Lia Marabeuch a retrouvé l'usage de son pied. Elle peut s'entraîner en salle de musculation et aimerait enfin faire son retour sur la neige. Je suis impatiente. J'ai terriblement envie de recommencer à faire du snowboard. Mais je ne dois pas me précipiter. Il faut laisser suffisamment de temps à mon corps. À présent, il appartient aux médecins de l'équipe nationale de décider si la blessure est guérie et si Lia Mara peut faire son retour sur la neige en début de saison. Je n'ai plus de douleur, excepté lorsqu'une pression soudaine est exercée sur le côté. Mais dans mes activités quotidiennes habituelles, jamais. Je n'ai plus peur de me tordre le pied, ce qui était un problème au début. Très légèrement douloureux. Apparemment, le pied va très bien. Pendant l'entraînement, tu montes déjà en puissance, ce qui est également positif. Continue ainsi. Il supportera les charges, même si tu ressens encore quelque chose ou si la musculature n'est pas encore assez résistante pour le moment. Tu devrais poursuivre le programme établi. Un entraînement de stabilisation plus intensif, toujours plus de sauts, et je pense que ça sera rapide. Cette période va passer très vite et tu seras bientôt de retour en pleine possession de tes moyens. L'assemblée communale va débuter dans quelques heures et les habitants de la commune de Brienz prendront une décision au sujet du cofinancement des installations destinées à enneiger l'Axalp au-dessus du village. La tension est forte pour la famille Villers. Maintenant, ce sera tout ou rien. Peter Villers se dirige vers la mairie. Là, les habitants prendront une décision par rapport au cofinancement des installations d'enneigement et ce faisant, selon Peter Villers, ils scelleront le sort du domaine skiable de l'Axalp. Si la commune vote contre, le projet ne pourra probablement pas être réalisé. Le projet échouera. Ce serait une défaite, bien sûr. Ce serait aussi un mauvais signe pour l'Axalp. Il faudra alors déterminer si les remontées mécaniques de l'Axalp ont toujours une raison d'être, si leur fonctionnement doit être maintenu.
Si le public est contre, il faudra procéder à l'arrêt des remontées mécaniques à moyen terme. Dans le prochain épisode, lors de l'Assemblée communale, le projet de Peter Willer affronte la critique. Lia Marabeuch est enfin autorisée à recommencer le snowboard. Quant à Jürg Traxel, il tente de découvrir à quoi ressemble l'avenir de la neige.